On va rapidement passer sur l'hémorragie, pour surtout se concentrer sur la perforation, parce que pour moi l'hémorragie, qui est la plupart du temps une hémorragie post-résection d'une lésion digestive, polypoïde, la plupart du temps elle est péropératoire et ce n'est pas une complication, sa gestion fait partie de la procédure. L'hémostase endoscopique péropératoire est maintenant aisée, curative ou préventive. On a de très nombreuses méthodes d'hémostase, que ce soit avec la pointe du couteau de dissection, que ce soit avec des pinces hémostatiques, avec des hémoclips, et maintenant on a même des gels ou des poudres hémostatiques extrêmement performantes. L'hémorragie retardée peut être évitable. Maintenant on a de nombreuses personnes qui sont sous anticoagulants, sous antiagrégants, et on fait de plus en plus de très larges résections, et on a toujours sur les bases de résection des vaisseaux visibles. Donc il est impératif chez ce type de patient de prévoir une prévention de cette hémorragie retardée. Pour tout ce qui est lésions polypoïdes, maintenant on a ce type de système qu'on appelle les endoloupes, les anses largables. On peut utiliser pour des pellicules plus fins, des clips aussi, parce que maintenant on a des clips qui font 16 mm de largeur. Si on a une plaie, a fortiori au niveau du côlon gauche, difficile d'accès, et chez un patient pour lequel on doit reprendre rapidement des antiagrégants, des antiplaquettaires, des anticoagulants, ne pas hésiter à fermer la plaie. Là, on augmente le pourcentage, on évite le problème de l'hémorragie retardée. Et puis surtout, pour les larges résections, avant de repartir, bien coaguler, maintenant à ces pinces coagulantes, bien coaguler tous les vaisseaux visibles de manière soigneuse pour éviter justement cette hémorragie retardée. L'hémorragie retardée, en plus, la plupart du temps, elle s'arrête spontanément, et si elle survient, on refait la coloscopie et on a toutes ces méthodes d'hémostase qui permettent de la gérer. Donc la réelle complication pour nous, c'est la perforation colique. C'est une complication rare, potentiellement très grave, qui est toujours d'actualité. Il y a une vieille méta-analyse avec des très vieilles séries qui montraient qu'on avait jusqu'à 8% de mortalité. On avait en moyenne 80% de recours à la chirurgie. Mais pourquoi? Parce que le diagnostic immédiat se faisait dans moins de 1 cas sur 2. Et donc il n'y avait quasiment pas de prise en charge médicale pendant le geste. Une étude récente qui avait été présentée en 2015 à l'UEGW, c'est le groupe des gastroentérologues qui font du dépistage du cancer colorectal. Donc c'est vraiment de la coloscopie tout venant avec des gastroentérologues entre guillemets tout venant. Vous voyez, c'est une grosse étude. Donc il y a un taux de perforation qui est de 0,6 pour 1000. Et là encore, on avait à peine 12% de diagnostic PEROP et 10% de traitement endoscopique. Donc un patient sur deux était opéré avec un quart des patients avec une stomie. Alors c'était surtout des lésions du sigmoïde qui étaient passées inaperçues, et justement le prédicteur prédictif de chirurgie, c'était la perforation diagnostique du sigmoïde avec une intolérance cardio-respiratoire et des douleurs abdominales signant la périphérite. Alors, quand on prend des études un petit peu, ou des datas plus spécifiques, des types qui font plutôt de l'interventionnel, on a des pourcentages de traitement endoscopique avec succès qui sont vraiment plus importants, et tout particulièrement avec les nouveaux outils que sont les larges clips, on le verra. Alors la prévention de la perforation, je dirais c'est surtout les bistouris qui nous ont vraiment aidés. Bien entendu, il y a toujours le risque, mais qui est très très faible, de perforation de l'endoscope. Mais c'est surtout qu'on avait souvent des perforations retardées parce qu'on avait des bistouris qui coagulaient beaucoup, avec donc des nécroses de coagulation et des perforations dans le second temps. Cela n'arrive pratiquement plus. Alors on a ces larges perforations avec l'endoscope, et c'est justement l'utilisation de ces larges clips qui permettent de les fermer, et de les fermer immédiatement, qui ont vraiment révolutionné la prise en charge, parce que souvent on a non seulement des larges perforations, mais on a souvent des berges très friables qui saignotent, de prise en charge souvent difficile avec les outils que l'on avait à notre disposition jusqu'à maintenant. Ici, la même chose. Et c'est justement ces clips endoscopiques qui sont très intéressants. Ces clips over the scope, donc vous voyez, ce sont des capuchons sur lesquels le clip est disposé.
ce sont des très larges clips, on peut fermer des perforations jusqu'à 15 voire 20 mm de diamètre, et on peut s'aider justement pour rapprocher les berges de ces pinces twin qui ont un intérêt, c'est qu'on peut ouvrir de manière asynchrone les deux morts de cette pince, et on va larguer le clip avec une molette qui est au niveau de la poignée. Voici un exemple de perforation. Vous voyez, on a la vision avec le capuchon, vous voyez, et le clip qui est ici, ce fameux piège à loup, et c'est cette fameuse pince. On va mettre la pince dans la perforation, on va ouvrir le mort droit de la pince, on va fermer sur cette partie droite de la berge, puis on va aller chercher avec la partie contralatérale la berge contralatérale. Et vous voyez, on a rapproché les deux berges de la perforation, on va enfouir tout ce système en s'aidant également non seulement de la traction de la pince mais de l'aspiration. Et en maintenant cette traction, on va larguer le clip. Vous voyez le clip qu'on voyait ici, on ne le voit plus là parce qu'il était mis à la base. Et vous voyez donc on a une perforation qui est fermée de manière hermétique avec une suture qui est panpariétale la plupart du temps. Là on peut même se mettre en immersion dans l'eau et on voit que ça ne bulle pas, ce qui est un signe d'efficacité de cette perforation. Et donc le clip endoscopique de ce type-là a vraiment révolutionné la prise en charge et a réduit significativement le recours à la chirurgie pour les patients qui avaient des perforations coliques de découverte péropératoire. Alors, il y a des petites méta-analyses, il y a de nombreuses études qui sont des petites séries malheureusement. On a pas mal de data, mais c'est souvent des petites séries, mais qui confirment un petit peu notre impression clinique avec un succès clinique qui est de près de 90% des cas. Il y a des études qui ont fait des études cas contrôle, justement, qui ont comparé les périodes de prise en charge de ces patients avant l'apparition de ces clips ou depuis l'apparition de ces clips. Et vous voyez, on passe d'une mortalité de 8%, ce qui, je vous avais montré dans les premières méta-analyses, à 0%, et surtout un recours à la chirurgie qui passe de 62% à 12,5% grâce à ces équipes. Les perforations endoscopiques souvent sont punctiformes et mises en évidence immédiatement et donc peuvent être fermées par ces clips hémostatiques plus classiquement. Parfois on peut avoir des perforations beaucoup plus larges. Ça c'est une résection panpariétale que j'avais faite par inadvertance. Vous voyez, il y a ce fameux signe de la cible. La cible à la fois sur la pièce de résection, on a un bout un petit peu en plus là, et la cible au niveau de la zone de perforation. L'important c'est d'avoir une zone parfaitement propre, et là on va pouvoir voir, avec ces clips hémostatiques, on va pouvoir fermer pas à pas. On commence par les deux extrémités, ça permet de fermer la partie centrale, et ensuite on va vraiment aligner les clips pour faire une fermeture jointive et hermétique. L'avantage de ces fermetures coliques immédiates, on évite la contamination péritonéale, on prévient les adhésions secondaires à la chirurgie et on réduit considérablement la durée d'hospitalisation, tout particulièrement en réduisant l'illus post-opératoire. Alors il y a eu d'autres techniques qui avaient été décrites d'ailleurs pour les perforations de l'estomac, avec des endoscopes double canal. On utilise à la fois des endoloupes et des clips. Vous voyez, on pose une endoloupe, on met des clips tout autour et après on serre l'endoloupe et ça permet de fermer des perforations extrêmement larges. Le signe de la cible dont je vous parlais, l'important c'est de diagnostiquer immédiatement en péropératoire cette perforation. Ça peut être un défaut d'insufflation, parfois c'est un saignement localisé, parce que parfois c'est à la redescente que l'on s'aperçoit de cette perforation. Il faut faire un geste immédiat. Quelle que soit la technique de réparation choisie, il faut laver la zone de perforation, il faut faire une insufflation minimale pour ne pas aggraver le pneumo-péritoine. L'idéal, c'est de faire toutes ces coloscopies a fortiori thérapeutique en faisant une insufflation CO2, ou de passer en CO2 si on ne l'était pas immédiatement. Mais même avec le CO2, il faut se méfier parce qu'on peut avoir des pneumo-péritoines très importants. Il faut rester en proximité immédiate de la perforation, car parfois on ne la retrouve pas, et donc pour la chercher, on va augmenter l'insufflation. Et puis c'est surtout pour obtenir une précision optimale des gestes thérapeutiques.
L'important pour la prise en charge initiale, c'est un diagnostic immédiat, une excellente préparation, une taille de brèche. Alors, dans les papiers, c'est toujours marqué 10 mm, mais maintenant, avec ces clips ETSC, on peut aller jusqu'à 15-20 mm. Si on était en cours de résection, il faut compléter la résection. Hein, ça, c'est vraiment un élément important. Sinon, si vous n'avez pas fait une résection complète, il faudra que le chirurgien non seulement répare la perforation, mais finisse la résection. Et puis, bien entendu, il faut une stabilité hémodynamique. Si tous ces critères sont présents, vous pouvez faire un traitement endoscopique conservateur qui va avoir une efficacité dans près de 90 à 100% des cas. Et ne pas oublier l'exsufflation du péritoine, car vous voyez, on peut avoir, et là encore, même avec le CO2, des pneumopéritoines très importants avec une intolérance respiratoire. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir des aiguilles et ponctionner les pneumopéritoines pour les exsuffler. Alors, un diagnostic différentiel, c'est le syndrome post-pélipectomie, c'est une coagulation pariétale. On en a de moins en moins grâce justement à l'usage des bistouris modernes et à la bonne connaissance des courants électriques. Et justement, ce syndrome post-coagulation, lui, va évoluer favorablement et dans tous les cas, on peut faire un traitement conservateur. Si on a bien fermé la perforation en péropératoire, on n'a pas de liquide au scanner, il n'y a pas de signe péritonéal, la plupart du temps ça s'améliore en quelques jours. Hein. Mais il faut bien entendu une surveillance médico-chirurgicale et dès qu'il y a une dégradation, ne pas hésiter très rapidement à passer la main au chirurgien ou le passer d'emblée si bien entendu d'emblée il y a des signes péritonéaux. Pour conclure, donc, la perfusion colique reste une complication rare mais potentiellement grave. A fortiori, c'est méconnu en péropératoire et chez un patient avec des comorbidités. Il y a vraiment une importance du diagnostic et du traitement immédiat. Et maintenant, on a à notre disposition de nombreux instruments, et notamment ces larges clips pour le faire. Bien entendu, c'est une prise en charge médico-chirurgicale et il faut informer non seulement le chirurgien, le malade et sa famille. Et la surveillance au départ horaire ne peut se faire qu'avec nos collègues chirurgiens pour justement passer une prise en charge rapide chirurgicale en cas d'échec médical.